Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les approches classiques et néoclassiques de la politique monétaire. Pour cette partie, je vous conseille vivement d'avoir revu le bouclage classique auparavant. On va vraiment beaucoup s'en servir et si vous ne l'avez pas en tête parfaitement, ça peut être compliqué à certains moments. Donc je vous conseille de l'avoir bien en tête et de l'avoir revu. D'ailleurs, c'est même peut-être la chose la plus importante. Le bouclage classique est très important. Enfin, les bouclages en général sont très importants à comprendre puisque tout part de là et tout va dans ce sens. Ça va pas nous empêcher de faire quelques rappels que l'on va faire maintenant. Donc on rappelle que les modèles classiques sont des modèles d'offres, c'est-à-dire que Y, la production, N, l'emploi et U, le chômage, sont déterminés par le marché du travail. Selon ces théories, selon les théories classiques, pour faire baisser U, il faut des politiques structurelles, il faut s'attaquer à la structure du marché. Les politiques conjoncturelles, selon eux, sont inefficaces. En particulier, les politiques monétaires, qui sont une catégorie de politiques conjoncturelles, n'ont pas d'effet positif sur Y ou sur N, sauf peut-être à court terme pour certaines théories. Cependant, elles entraînent toute une hausse de l'inflation. Nous allons voir trois théories qui se sont succédées, chacune cherchant à combler les défauts des précédentes. Il y a la théorie quantitative de la monnaie, début 20e, puis l'approche monétariste menée par Friedman, et la nouvelle économie classique menée par Lucas. Il y a quelque chose avant de commencer que j'aimerais que vous compreniez, c'est que tous ces modèles sont des modèles d'offres, c'est-à-dire que le marché du travail va entraîner la production et puis la consommation, et qu'on arrive toujours, concernant les politiques monétaires, à la même finalité. On arrive toujours à une hausse de l'inflation. Cependant, les mécanismes à l'intérieur ne sont pas les mêmes, il y a des différences d'hypothèses, des différences de cheminement, mais la finalité sera toujours la même. Peu importe, parce que ce sont des théories dans le courant classique. Donc, il y aura une hausse de l'inflation, quoi qu'il arrive, à la fin. Très bien. Voyons voir maintenant la théorie quantitative de la monnaie que nous avons déjà abordée dans des précédentes vidéos, et notamment l'année dernière. Eh bien, selon cette théorie, selon la théorie quantitative de la monnaie, il existerait un équilibre sur le marché de la monnaie. Sur le marché de la monnaie, on aurait donc une offre de monnaie, M0, MO pour offre, qui est exogène, c'est-à-dire que M est déterminée par la banque centrale. Voilà, M est déterminée librement par la banque centrale. Donc, M est exogène. Nous avons ensuite la demande de monnaie, MD, qui est égale à PY, donc la valeur des biens produits dans l'économie, donc les prix fois ce qui est produit, divisé par la vitesse de la monnaie V. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les agents demandent la quantité de monnaie nécessaire pour réaliser le montant de transaction PY. On rappelle, petit rappel, que 1 sur V, c'est la quantité de monnaie nécessaire pour réaliser 1 euro de transaction. Donc PY sur V, c'est la quantité de monnaie nécessaire pour réaliser PY euros montant de transaction. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, on a M qui est exogène, nous avons V qui est exogène, et Y qui est égal à F de NK, et qui est également exogène puisqu'il est déterminé sur le marché du travail, donc indépendant du marché de la monnaie. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une offre ou une demande? Eh bien on va l'égaliser. Donc nous avons MO qui est égal à MD, monnaie offerte égale à monnaie demandée. Donc nous avons M qui est égal à PY sur V. Excusez-moi, hop, PY sur V, voilà. Hop, on divise par Y, pardon, on multiplie par V. Ça nous fait MV sur Y qui est égal à P. Voilà. Accessoirement, avec ça, on retrouve également la théorie, l'équilibre, l'égalité comptable MV égale PY. Voilà. Et donc, V étant donné, Y étant donné, M étant donné, il n'y a que P qui peut s'ajuster pour que la valeur des échanges P fois Y soit réalisée par la quantité de monnaie disponible dans l'économie. C'est le seul facteur qui est susceptible de varier. Ok. Et donc, comment ça va se passer?
Eh bien, si la création de monnaie, donc la variation de M, suit le rythme de croissance économique, c'est-à-dire si Y augmente et que M augmente dans les mêmes proportions, eh bien l'égalité reste vérifiée, donc P n'a pas besoin de changer. P reste inchangé. Cependant, s'il y a une plus forte augmentation de M que de la croissance économique, donc que de Y, eh bien P va également devoir s'ajuster pour que l'égalité reste vérifiée. Et puisque P est le seul facteur endogène qui peut changer. En conséquence, l'inflation est d'origine monétaire, elle est tirée par la demande. Pourquoi? Parce que si M augmente, eh bien les agents voudront dépenser plus. Il y a donc une augmentation de la demande globale, mais cependant, on a Y pot, donc Y, la production, qui est donnée, nous sommes dans un modèle d'offre. Et donc, puisque la production est donnée, mais que les gens demandent plus, eh bien, ce sont les prix qui vont augmenter, puisque l'économie ne peut pas produire plus. On rappelle qu'on est dans un modèle d'offre. Donc, une augmentation de la demande globale se traduit par une augmentation des prix. C'est modèle d'offre, c'est comme ça. Pour les keynésiens, ça marche, puisque effectivement, c'est la demande globale qui va entraîner Y. Mais là, ça ne marche pas, puisque Y est déjà donné et ne va pas se modifier par une hausse de la demande. Très bien, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Et donc, on peut dire que la monnaie est neutre, c'est-à-dire qu'une variation de M n'a pas d'impact sur Y. En conséquence, la politique monétaire est inefficace. Il n'y a pas d'impact sur Y, sur N ou sur U. Il en résulte simplement de l'inflation, comme on l'a vu, puisque P est la seule variable qui peut se modifier pour que l'égalité MV égale PY reste vérifiée. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que nous sommes, encore une fois, dans un modèle d'offre. Dans un modèle de demande, le raisonnement est complètement différent. Mais nous sommes dans un modèle d'offre, donc Y est donné par le marché du travail. Et donc augmenter M va faire augmenter la demande, mais si la demande augmente alors que si la demande devient supérieure à l'offre, les prix vont augmenter parce que il ne peut pas y avoir plus de production. Très bien. Maintenant, nous avons vu que les politiques monétaires entraînaient de l'inflation. Voyons voir maintenant à quoi ressemblent les courbes de Phillips pour les classiques. Bon. Comme on peut le voir sur ce graphique, qui est très flou, ma parole, la courbe de Phillips des keynésiens fonctionne. Dans les années 70, là, dans la période verte, la courbe de Phillips des keynésiens fonctionne. L'inflation augmente quand le chômage diminue. Mais si on regarde les autres périodes, donc après les années 60, bah, ça devient n'importe quoi. On voit, voilà, ça va vers la droite, ça fait des cercles, ça, voilà. La courbe de Phillips, elle est partie complètement en cacahuète, donc elle n'est plus vérifiée. On n'a plus la belle courbe bien droite comme ça devient n'importe quoi. Bon. Et en fait, c'est un phénomène que l'on va nommer la stagflation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation simultanée du chômage et de l'inflation, ce qui remet en cause l'analyse keynésienne qui disait que quand le chômage baissait, l'inflation augmentait, et inversement. Et donc, il va y avoir une critique de cette courbe de la part de Milton Friedman en 1968, et par le courant monétariste. Ces économistes monétaristes vont proposer une analyse qui va permettre de retrouver les principaux résultats de la théorie quantitative de la monnaie. Friedman, tout d'abord, va raisonner à court terme. Le stock de capital est toujours supposé exogène à chaque période. Cependant, il a beau raisonner à court terme, il va introduire une distinction entre le court terme et le long terme. Voyons cela. À court terme, à chaque période T, W est déterminé avant P. On va déterminer W, puis dans une autre période, nous allons déterminer P. Les agents doivent donc anticiper P ou l'inflation au moment où ils prennent des décisions, puisqu'on rappelle que les agents raisonnent sur W sur P, sur le salaire réel. Cependant,
ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas P au départ, ils ne négocient que W. Donc ils doivent anticiper P. Mais si on anticipe l'inflation, si on anticipe le niveau des prix, eh bien on peut se tromper. Les agents risquent de faire des erreurs parce qu'ils doivent anticiper P. Et pour illustrer cela, imaginons une période divisée en 3 sous-périodes de temps. Dans la première sous-période, il va y avoir un échange sur le marché du travail entre N, entre le nombre de travailleurs de la période T, et le salaire en période T. Voilà, donc ça va s'échanger sur le marché du travail, on va fixer un salaire et on va fixer un nombre de travailleurs qui vont venir travailler. Dans la seconde sous-période, les entreprises vont produire Y qui est égal à F de N. Voilà, en fonction du nombre de travailleurs déterminé précédemment. Et enfin, dans la troisième sous-période, les entreprises vont vendre leurs biens à un prix P indice T, donc le prix dans la période T, qui est enfin connu. Donc on voit bien qu'on a d'abord déterminé W avec des négociations. Les syndiqués étaient là, non, nous on veut un tel salaire. Les entreprises oui, mais c'est cher. Donc ils arrivent à un accord plus ou moins qui convient plus ou moins à tout le monde. Hop, W est fixé. Les agents, comme ils ont déterminé W, ils ont estimé le niveau des prix qu'il allait avoir. Ils se sont dit, ok, il y aura tel niveau d'inflation, donc les prix auront tel niveau. Donc pour avoir un salaire réel correct, il faut que je mette W à tel taux, enfin à tel niveau. Voilà. Ensuite, les entreprises, elles ont produit avec les salariés qu'elles avaient. Puis, tout ça s'est vendu à un prix sur le marché des biens. Et enfin, on a le niveau des prix. Et on peut savoir si on s'est trompé ou pas. Et donc, on va dire que les décisions qui sont prises en début de période vont reposer sur PET, puisque P indice T n'est pas connu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? PET, c'est le taux qu'on va anticiper. E pour expected en anglais. Donc ça, c'est le taux que les agents vont anticiper. Et P indice T, c'est le vrai taux d'inflation qui a lieu. Et donc, on va dire que l'équilibre sur le marché du travail va reposer sur W sur le taux d'inflation attendu au lieu de W sur P. Voilà. Donc ça, les agents vont négocier par rapport à ça. Donc par rapport à ce qu'ils pensent et non par rapport à ce qu'il se passe. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe, justement. Et donc, dans cette théorie menée par Friedman, il y a 2 hypothèses très importantes. La première, c'est que les entreprises vont parfaitement anticiper PET. Les entreprises savent exactement ce qui va se passer, savent exactement le niveau qui va être de l'inflation. Donc PET va être égal à PT, à P indice T. Ce qu'elles anticipent est égal à ce qui va se passer. Très très forte hypothèse. Et à l'inverse, pour les monétaristes, les ménages vont sous-estimer la variation de l'inflation à court terme. Il va se passer ce qu'on appelle des anticipations adaptatives. Les ménages sont victimes d'illusions monétaires, c'est-à-dire que l'inflation attendue, PET, est différent de P indice T, qui est l'inflation qui va se produire, l'inflation réelle. Donc les entreprises ont raison sur leurs estimations, tout le temps quoi qu'il arrive, selon Friedman, et les ménages vont la sous-estimer. Vont sous-estimer la variation de l'inflation. Et donc si on fait un graphique, pour traduire cela graphiquement, justement, hop, nous avons la période T en abscisse, nous avons l'inflation en ordonnée, et bien les ménages vont anticiper quelque chose comme ça, voilà. Donc ça c'est ce que les ménages vont anticiper, alors que l'inflation réelle va peut-être plus être comme ça. Voilà quoi va ressembler l'inflation. Et voilà, et en noir, ce que les ménages anticipent. Ils vont sous-estimer cette inflation. Et donc les ménages vont mettre du temps à prendre conscience de l'inflation réelle. Cependant, ils ne se trompent qu'à court terme, puisqu'à long terme, ils vont bien voir qu'ils se sont trompés, et donc ils vont corriger leurs anticipations dans le long terme.
ils finissent par prendre conscience de la réelle variation des prix. C'est pour ça qu'ils font ce qu'on appelle des anticipations adaptatives. Et maintenant, voyons voir la conséquence de ces anticipations adaptatives. Supposons pour cela une économie avec du chômage volontaire. Donc on rappelle que selon la théorie classique, ce chômage involontaire s'explique par des rigidités sur le marché du travail. Eh bien, on a le graphique suivant. Donc N, WP en ordonnée. Donc nous avons l'offre de travail, nous avons la demande de travail, ND. Et donc normalement, voilà, si c'est à l'équilibre, s'il n'y a pas de rigidité, on obtient N plein emploi et W sur P de plein emploi. Bon, là on a dit qu'il y avait des rigidités, donc il va y avoir un salaire réel supérieur au salaire d'équilibre. Donc nous avons NPOT qui est inférieur à NPE et WP potentiel qui est supérieur à WPE. Les agents les travailleurs ont négocié des plus hauts salaires, les syndicats ont négocié des plus hauts salaires, il y a un SMIC par exemple, et donc ce salaire réel va être supérieur au salaire d'équilibre. Et donc on voit bien qu'ici il y a du chômage involontaire, U. Ok. Donc on a donc cette situation de base avec laquelle l'inflation est de 0. Nous avons N qui est égal à NPOT et qui est inférieur à NPE, comme on vient de le dire. Et donc il y a du chômage. Il y a un taux de chômage. Maintenant, imaginons que la Banque centrale mène une relance monétaire. On rappelle que la monnaie est supposée exogène. Donc la Banque centrale va mener une relance monétaire pour relancer l'économie ou je ne sais quoi. Mais voilà, elle va mener une relance monétaire. Et bien comme on l'a vu avec la théorie quantitative de la monnaie, augmenter M entraîne une augmentation de P. Donc l'inflation devient supérieure à 0, puisqu'elle était égale à 0. Donc l'inflation augmente. Or, si P augmente, W sur P baisse. Si W sur P baisse, les entreprises souhaitent embaucher plus. Si on reprend notre graphique, voilà, nous avons ça. Les entreprises WP étaient à ce niveau-là. Si W sur P baisse, voilà, les entreprises vont décider d'embaucher ce nombre de salariés au lieu d'un nombre plus faible précédemment. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que U va baisser, le chômage baisse. Et parallèlement, comme on l'a vu dans les hypothèses, les ménages font des anticipations adaptatives. Ils vont sous-estimer l'inflation. Et donc les ménages vont croire que W sur P, il est constant. Donc ils ne vont pas protester contre la baisse de leur salaire réel, puisqu'ils croient qu'il est constant. Parce qu'on rappelle que si W sur P baisse, le pouvoir d'achat des ménages va baisser, ils vont pouvoir moins acheter. Et donc normalement, dans ces conditions, les ménages, ils vont râler, ils vont dire non, moi je n'accepte pas que mon salaire réel baisse, on va augmenter W. Mais là, vu qu'ils se trompent sur l'inflation, ils estiment que W sur P est constant, donc ils ne vont pas râler. On atterrit donc dans une situation où les ménages acceptent leur baisse de salaire réel, parce qu'ils ne sont pas au courant, et les entreprises vont donc augmenter leur demande de travail, ils vont embaucher plus. Et donc N va augmenter, si N augmente, U va baisser, et accessoirement Y augmente. Et donc à court terme, on retrouve bien la courbe de Phillips. Donc abscisse chômage ordonnée, c'est l'inflation. Donc on était à une situation de base A dans laquelle il y avait un certain taux de chômage, mais pas d'inflation. Puis avec la courbe de Phillips, nous sommes passés à une situation où il y avait moins de chômage, mais de l'inflation. Voilà. Pourquoi? Puisque l'inflation vient de l'injection de monnaie dans l'économie, comme vu avec la théorie quantitative de la monnaie.
Si M augmente, P augmente. Et le chômage a baissé puisque les entreprises ont décidé de plus embaucher suite à la baisse du salaire réel. Et les ménages n'ont pas calculé qu'il y avait une baisse du salaire réel. Ils n'ont pas capté qu'il y avait une baisse du salaire réel, donc ça les dérange pas. Mais, attention, ça c'est vrai pour le court terme. Ça, c'est dit pour le court terme. Mais à long terme, on l'a dit, les ménages finissent par prendre conscience de l'inflation réelle qui existe. Donc ils vont se rendre compte que W sur P a baissé. Et ben ça leur plaît pas. Et donc ils vont faire pression pour que W soit indexé sur P pour ne pas perdre de plus de pouvoir d'achat. Donc ils vont restaurer les rigidités du travail, ce qui va les ramener à la situation initiale. Donc graphiquement, voilà, on avait ça. On était arrivé à ce niveau W sur P qui avait baissé. Eh bien, les agents ne sont pas contents, ils ne veulent pas de cette baisse de salaire réel. Les ménages sont là, non, 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 je refuse cette baisse de salaire, on va réaugmenter, vous indexez W sur P, enfin, vous indexez W par rapport à P, par rapport à l'inflation, pour pas que j'ai de baisse de salaire. Et donc finalement, on revient au niveau de W sur P de base. Et donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on revient à la base, au niveau de la courbe de Phillips? Donc on était à cette situation, cette situation-là, on était au point B. Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'inflation est toujours présente, mais que les rigidités du travail ont été restaurées. Si elles ont été restaurées, si W sur P a augmenté, les entreprises ont moins embauché, elles ont même viré, et donc N et U vont revenir à leur situation initiale. U va augmenter, et on arrive à ce point-là. On arrive au point C. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'effectivement, à court terme, on a baissé le chômage, mais à long terme, le chômage est revenu à son point de départ, avec de l'inflation en plus. Et donc la politique monétaire, on vient de le voir, n'a des effets qu'à court terme. À long terme, il n'en résulte que de l'inflation. Et d'ailleurs, si la Banque centrale va continuer cette politique monétaire, elle va forcer à se dire non, je continue, je refais une politique monétaire, et bien qu'est-ce qui se passe? On refait le raisonnement. Politique monétaire, donc augmentation de M. Qui dit augmentation de M dit augmentation de l'inflation. On a donc une deuxième courbe comme ça, donc augmentation de l'inflation. Donc l'inflation va augmenter. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises voient que le salaire réel baisse, elles embauchent plus, les ménages ne le voient pas, donc ça ne la gêne pas d'avoir une baisse de salaire réel. Donc, U va baisser. À long terme, les ménages vont se dire, c'est pas possible que mon salaire réel ait baissé, on va le réaugmenter, on remet des rigidités sur le marché du travail. Et donc, hop, on revient au taux de chômage de base. Au taux de chômage de base. Et on peut continuer ça longtemps. Hop, et on revient à chaque fois. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une courbe de Phillips parfaitement droite. Malgré l'apparence sur le graphique, elle est parfaitement droite. Elle est perpendiculaire. Et le point A, là, le point au départ, eh bien en fait c'est le taux de chômage naturel, c'est U indice N, le taux de chômage naturel, en anglais appelé NAIRU, qui signifie Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, qui signifie que c'est le seul taux de chômage pour lequel l'inflation reste stable. Si on essaie d'avoir un autre taux de chômage par des politiques conjoncturelles, il va en résulter de l'inflation. À court terme, effectivement, ça va aller mieux. Mais à long terme, courbe de Phillips toute droite, il n'y a que de l'inflation. Et donc, effectivement, à court terme, les monétaristes trouvent que la politique conjoncturelle peut avoir des effets à court terme, effectivement. Mais à long terme, ils retrouvent bien la théorie quantitative de la monnaie, qui est que le seul effet d'une augmentation de M est l'augmentation de P. Et c'est exactement ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Les trajectoires pour arriver à ce résultat sont différentes. On a vu que c'est pas du tout pareil entre la théorie quantitative de la monnaie qui dit que non, ça fait augmentation de M, augmentation de P, et les monétaristes qui disent oui, alors à court terme, effectivement, il y a une baisse de U, mais à long terme, il n'y a que de l'inflation. Mais le résultat, c'est le même. Augmentation de M, augmentation de l'inflation. Voilà. Le résultat est le même.
Et donc ainsi, selon les monétaristes, les politiques monétaires fonctionnent, mais seulement à court terme. À long terme, elles ne génèrent que, je dis bien que, de l'inflation. Et donc, logiquement, elles ne sont pas utilisées. L'objectif de la Banque centrale doit être de faire croître M au même rythme que Y pour stabiliser les prix et ainsi maîtriser l'inflation. Mais alors, ils sont quand même pas fous les monétaristes. Ce taux de chômage, il les dérange quand même un peu. Enfin, ils sont quand même pas fous, ils se disent non, c'est pas vraiment bien. Mais pour lutter contre le chômage, il ne faut pas utiliser de politique conjoncturelle. Pour lutter contre le chômage, il faut utiliser des politiques structurelles visant à restaurer la concurrence sur le marché du travail. Et donc pour cela, il faut libéraliser le marché du travail en supprimant toutes les entraves, donc le SMIC, les cotisations, tout ça. Il faut que le salaire réel soit librement déterminé sans aucune entrave. Et donc cette théorie a mené à un vrai tournant politico-économique dans les années 70-80, avec notamment Reagan, Thatcher, etc. Et donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la théorie quantitative de la monnaie, pour les classiques, puis comment la courbe de Phillips est remise en cause par les monétaristes, et maintenant nous allons voir la remise en cause de la théorie de Friedman par la nouvelle économie classique, abrégée en NEC. Ok. Alors la NEC dresse plusieurs critiques contre la politique monétariste. Pour les nouveaux économistes classiques, il n'y a pas de raison pour que les entreprises et les ménages soient traités différemment. Si les ménages ne sont pas capables d'anticiper l'inflation, pourquoi est-ce que les entreprises le seraient? Bien vu. Ensuite, ils critiquent l'hypothèse des anticipations adaptatives. Ces dernières sont en fait des erreurs systématiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les agents vont se tromper et sous-estimer l'inflation. Donc à chaque fois, par exemple chaque année, ils vont faire « Oh, je pense que l'inflation est de 2%. Pas de bol, elle était de 3%. » Et ça chaque année, tout le temps. Erreur systématique. Mais les économistes de la nouvelle économie classique vont dire que si les agents sont rationnels, ils vont corriger leur biais systématique. S'ils voient qu'ils se trompent tout le temps, ils vont finir par corriger leurs erreurs. Ils disent non mais les gens quand même, voilà, ils sont rationnels, ils réfléchissent. S'ils voient qu'ils se trompent tout le temps en étant inférieurs, ils vont augmenter leurs estimations. Ils sont pas idiots les gens, ils sont rationnels. On corrige les biais systématiques. Et donc Lucas va poser une autre hypothèse. Il va remplacer les anticipations adaptatives par les anticipations rationnelles. Hop, voilà. C'est-à-dire que les agents, effectivement, ils ne connaissent pas l'inflation. Ils ne sont pas au courant de P. Et donc leurs anticipations ne sont pas parfaites. Sauf qu'à la différence de l'hypothèse des anticipations adaptatives, leur anticipation correspond à l'inflation avec une erreur aléatoire epsilon. C'est-à-dire que ce qu'ils vont estimer, c'est égal à l'inflation réelle plus une erreur aléatoire. Voilà. Donc Lucas va dire, voilà, ils vont anticiper effectivement les agents avec plus ou moins de succès. Et donc parfois les agents vont surestimer P indice T. Ils vont surestimer, donc se dire qu'epsilon sera supérieur à 0. C'est à l'inverse, ils sous-estiment, s'ils sous-estiment P indice T, epsilon sera inférieur à 0. Et donc en moyenne, ils ne font pas d'erreur. L'espérance de epsilon est égale à 0. C'est logique. Une fois, ils vont anticiper un taux d'inflation 1% moins élevé. Une autre fois, un taux d'inflation 1% plus élevé. Une autre fois, ils vont voir juste. Donc, en moyenne, ils sont justes. Donc, effectivement, dit Lucas, les agents se trompent. Oui, comme les monétaristes, je pense que les agents se trompent. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas capables de tout le temps prévoir juste. Sauf que la différence des monétaristes, Lucas il dit, non mais par contre, ils se trompent, mais ils se trompent dans les deux sens. Ils surestiment, ils sous-estiment,
Et parfois, ils ont raison. Ils n'ont pas tout le temps faux. Ils n'ont pas tout le temps faux dans le même sens. Parfois plus, parfois moins, parfois égal. Voilà, ils se trompent, mais en moyenne, ils ne se trompent pas. Et donc, voyons voir comment est-ce qu'ils justifient ça. Eh bien, ils justifient ça par un problème d'extraction du signal. Et ce problème concerne aussi bien les ménages que les entrepreneurs. Problème d'extraction du signal. Eh bien, prenons l'exemple avec les entrepreneurs. Ça marche aussi avec les consommateurs. Eh bien, l'objectif de chaque entrepreneur J, de chaque entrepreneur noté J, est de produire la quantité YJ qui va maximiser son profit. Ok ? Et donc la décision d'augmenter ou de baisser la production pour maximiser son profit va dépendre des prix relatifs. C'est-à-dire que les prix relatifs, c'est PJ sur P. C'est le prix du bien produit sur le prix de tous les autres biens, voilà, sur le prix général des biens. Et donc, si le prix relatif augmente, l'entrepreneur va décider d'augmenter YJ. A l'inverse, si les prix relatifs baissent, l'entrepreneur va choisir de baisser YJ. Et si ça stagne, il va laisser YJ comme tel. Pourquoi ? Parce que si les prix relatifs augmentent, il est plus rentable de produire. Si les prix relatifs baissent, il est moins rentable de produire. Et vaut mieux switch sur quelque chose d'autre. Et donc, évidemment, tout ce raisonnement est valable pour la consommation des ménages. Voilà. Maintenant, comme on est en concurrence, les agents sont preneurs de prix. Les agents sont preneurs de prix. Voilà. C'est-à-dire que PJ et P, le niveau général des prix, vont s'imposer à eux. Les agents observent PJ, mais ils ne connaissent pas l'inflation de la période courante. Ils ne connaissent pas la valeur courante de P, le niveau général des prix. C'est-à-dire que sur le prix relatif, PJ sur P, PJ leur est connu, donc son évolution leur est connue, mais le niveau général des prix leur est inconnu. Et donc, ceci va entraîner un problème d'extraction du signal. Pourquoi ? Eh bien, supposons que l'entrepreneur constate une hausse de PJ. Voilà, c'est ce qu'il voit, puisque PJ lui est connu, il regarde, il voit, ah tiens, mon prix a augmenté. Ok, mais problème, il ne connaît pas P. Donc, est-ce que cette augmentation de PJ va s'expliquer par la hausse de la demande de Y, J, et donc par effectivement la hausse des prix relatifs. Auquel cas, il a effectivement intérêt à produire plus. Ou alors est-ce que cette hausse de PJ va s'expliquer par l'inflation tout simplement des prix, et que PJ sur P est devenu inchangé. Est inchangé parce qu'il y a eu de l'inflation. Et l'inflation pour tous les biens. Et donc, est-ce que l'augmentation de l'inflation est inférieure à l'augmentation de PJ ? Si bien qu'en fait, on a une baisse de PJ sur P. Voilà, si jamais l'inflation est supérieure au prix des biens, enfin au prix du bien vendu, mais il y a même une baisse des prix relatifs. Donc auquel cas, il aurait encore moins intérêt à produire. Voilà, on a ces trois questions que va se poser en fait le producteur. Il ne sait pas, est-ce que effectivement les prix relatifs ont augmenté ? Est-ce qu'ils sont restés équivalents parce qu'il y a eu une inflation dans la même proportion ? Ou alors est-ce que l'inflation était plus forte que l'inflation de mon prix, et donc au final les prix généraux ont baissé, le prix relatif a baissé. Voilà, il ne sait pas s'il y a vraiment une augmentation des prix ou pas, une augmentation des prix relatifs ou pas. Eh bien, comment va-t-il résoudre ce problème ? Parce que il faut bien qu'il sache quand même s'il produit plus, s'il produit moins. Eh bien, la réponse est qu'il va se baser sur son expérience passée. Puisqu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de raison qu'il fasse d'erreur systématique, comme le dit Lucas, eh bien parfois il va surestimer P, parfois il va le sous-estimer, et en moyenne, il estime correctement. Ce sont les anticipations rationnelles. Et donc, selon son expérience passée,
l'entrepreneur il a constaté qu'en fait une hausse de PJ, eh ben, ça correspondait à de l'inflation dans alpha% des cas, ou à une hausse des prix relatifs, PJ sur P, dans alpha-1, dans 1 moins alpha, pardon, 1 moins alpha% des cas. Et donc, en conséquence, face à la hausse constatée de PJ, si alpha est faible, eh bien il va augmenter Y, puisque il va considérer que en général l'augmentation de PJ c'est dû à une augmentation des prix relatifs. Donc il va se dire bah j'ai plus de chances que ça soit ça, donc je vais produire. Mais inversement, si alpha est élevé, eh bien il se dit non, en général l'augmentation de mon prix c'est parce qu'il y a de l'inflation. Donc je vais pas produire plus. Je vais peut-être même, si jamais l'inflation est forte, je vais peut-être même produire moins. Et donc, effectivement, c'est des pourcentages. Il a des chances de se tromper. Voilà, il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Et donc maintenant, voyons les conséquences de ces anticipations rationnelles sur la courbe de Phillips. Eh bien, supposons une situation initiale. On fait un graphique. Voilà. L'inflation, le taux de chômage. Supposons une situation initiale à un point A pour lequel eh bien, on a UN, c'est-à-dire on a un taux de chômage naturel, donc pas d'inflation. Voilà, on a ce point là, donc pas d'inflation. Du chômage qui dépend des rigidités du marché du travail. Voilà, point classique. Supposons maintenant une relance monétaire. Donc l'inflation va être supérieure à 0. Et donc si les entrepreneurs sous-estiment l'inflation, ils vont augmenter la production, donc augmenter N, donc augmenter U, BCU, et ils vont arriver à ce point B là. A l'inverse, s'ils surestiment l'inflation, ils vont baisser la production, et donc baisser N, donc augmenter U. Et ça, ils le font tous. Voilà, hop, ils le font tous. Chaque producteur va faire des estimations des prix. Certains vont avoir bon, certains vont se tromper, certains vont surestimer, donc ils vont produire plus que ce qui était nécessaire, d'autres vont sous-estimer, donc vont produire moins, etc. Sauf qu'en moyenne, ils ne se trompent pas. Le chômage reste égal à UN. Voilà. Parce qu'il y a autant d'erreurs de sous-estimation que de surestimation. Et donc en fait, on retrouve encore une fois une droite verticale qui correspond au meilleur ajustement du nuage de points disponible. On a ce nuage de points avec tous les agents qui se trompent plus ou moins. En moyenne, ça fait qu'ils ne se trompent pas. Et donc on a bien que le taux de chômage il est égal au taux de chômage naturel. Mais l'inflation augmente si jamais on a une relance monétaire. Et donc la courbe de Phillips est verticale à court terme comme à long terme. Il n'y a plus de dilemme inflation-chômage. Chaque individu fait des erreurs, donc en moyenne, il n'y a pas d'erreur. Attention, petite précision, ici on ne parle pas d'illusion monétaire, puisque l'illusion monétaire suppose une erreur systématique. Ici, certes, on se trompe, mais on ne fait pas d'erreur systématique. Parfois on a bon, parfois on a tort. Voilà, parfois on a tort parce qu'on a sous-estimé, parfois on a tort parce qu'on a surestimé, parfois on a bon. On fait des erreurs, mais pas systématiques, donc ce n'est pas une illusion monétaire. Voyons voir maintenant le rôle des surprises monétaires dans tout ça. Eh bien, supposons que la Banque centrale décide de créer de la monnaie, qu'il y a donc une augmentation de M, donc effectivement une augmentation de l'inflation. Eh bien, quelles sont les conséquences sur le problème d'extraction du signal des producteurs? Eh bien, il y a deux cas. Dans un cas, si les relances sont rares, si ça n'arrive pas souvent, voilà, c'est très très rare, peut-être même la première fois, bon, alpha est faible. En général, les producteurs ils se disent, bon, en général, effectivement, l'augmentation de PJ, c'est dû à l'augmentation des prix relatifs. Voilà, il n'y a pas d'inflation. Ils ont pris l'habitude que la hausse des prix relatifs ne soit pas due à l'inflation, soit due
l'augmentation des prix relatifs. Oui, voilà. Les producteurs ont pris l'habitude que l'augmentation de PJ soit l'augmentation des prix relatifs et non pas de l'inflation. Et donc les entrepreneurs sont surpris par l'augmentation de M. Il y a donc une surprise monétaire. Ils vont donc augmenter Y. Puisqu'ils vont estimer que ce sont les prix relatifs qui ont augmenté. Mais ce ne sont pas les prix relatifs qui ont augmenté dans la réalité. C'est juste qu'il y a eu de l'inflation. Mais les producteurs vont croire que c'était l'augmentation des prix relatifs. Et donc effectivement, ils vont produire plus, donc ils vont baisser BCU. Ça c'est le cas quand les relances sont rares. Quand les relances sont rares, les producteurs sont surpris, ils ne s'attendent pas à ce que ce soit une hausse de l'inflation qui fasse augmenter leurs prix. Ils pensent que c'est une hausse des prix relatifs. Cependant, voilà, lorsque les relances sont fréquentes, eh bien alpha est élevé. Que se passe-t-il quand alpha est élevé? C'est-à-dire que les producteurs ont l'habitude qu'effectivement la hausse de leur prix soit due à cause de l'inflation. Et donc, ils vont pas augmenter leur production. Ils savent globalement que c'est de l'inflation, donc ça sert à rien d'augmenter Y. Et donc, mais il y en a certains quand même qui se laissent encore avoir, ils disent pourquoi pas. Sauf que plus ça arrive, plus elles sont fréquentes les relances, moins il y en a qui se font avoir, entre guillemets. Et donc après il y a un effet quasiment nul lorsque ce type de politique devient systématique. Et donc la politique monétaire anticipée n'a plus aucun impact sur le taux de chômage. Et donc même à court terme, effectivement, il n'y a plus de dilemme inflation-chômage. Et la Banque centrale fait face à une contradiction. Parce qu'elle ne peut pas répéter les bonnes surprises. Puisque seules ces politiques non anticipées ont un effet. Et donc pour que ça soit non anticipé, il faut qu'il y ait recours rarement. Et donc, on atterrit quand même à un petit paradoxe. Les relances sont efficaces si elles sont rares. Plus elles sont rares, plus elles sont efficaces. Donc, effectivement, pour qu'elles soient efficaces, il ne faut pas l'utiliser. C'est paradoxal, mais c'est ce que disent la nouvelle économie classique. Les politiques monétaires, ouais, c'est efficace si tu prends par surprise. Mais, voilà, si tu l'utilises, en fait, une fois que tu l'utilises, c'est plus efficace. Et donc, on va arriver ensuite à un problème d'incohérence temporelle. La Banque centrale, elle a remarqué, du coup, que quand il y a une surprise, que quand elle fait une surprise, entre guillemets, au producteur, il y a un effet sur Y. Donc elle va se dire, attends, si je fais des coups en douce, si je les prends par surprise, c'est bien, Y va augmenter. Et donc la Banque centrale est tentée de ne pas respecter ses annonces. Imaginons par exemple, elle annonce l'absence de relance monétaire. Voilà. Elle annonce une inflation qui est égale à 0. Sauf que, imaginons qu'il y ait besoin d'une relance parce qu'il y a un choc négatif sur Y. Et donc il y a besoin d'une relance. Donc elle va faire une relance. Eh bien la Banque centrale va perdre sa crédibilité. Pourquoi? Parce qu'elle leur a dit non mais il n'y aura pas d'inflation. Donc les agents l'ont cru, ils se sont dit ok, donc si mes prix vont augmenter, ce sera l'augmentation des prix relatifs. Sauf que la Banque centrale, pour gérer le choc, elle va mettre de la monnaie dans l'économie. Donc elle va augmenter l'inflation. Et donc la hausse des prix en fait aura été due à l'inflation. Donc effectivement ça aura marché. Mais les agents vont se dire mais tu t'es foutu de nous en fait. T'avais dit un truc, tu l'as pas respecté. Maintenant on te fait plus confiance. Et donc c'est un problème si on se réfère au modèle de Kydland et de Prescott de 1977. Et bien ce modèle en fait c'est un modèle de théorie des jeux. Et bien c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est que en première période, nous avons une première période. La Banque centrale annonce qu'elle vise P égale 0. Les agents vont donc anticiper B égale 0. Et donc ils vont négocier W pour que W sur P permette de recruter N potentiel. Ok? Donc ils négocient W pour que W sur P permette de produire Y. Et donc on suppose un choc négatif sur l'activité. Donc on suppose une baisse de Y. Et là effectivement, la Banque centrale va réagir en augmentant M. Et donc ça va entraîner un effet d'inflation.
donc une baisse de WP, qui va entraîner une augmentation de N et une augmentation de Y. Pourquoi? Parce que les ménages et les entreprises ne l'avaient pas vu venir. Ils ont été surpris, donc ils ont négocié un salaire pour un taux d'inflation de 0%, de 0. Et donc, avec l'augmentation du taux d'inflation, ce salaire réel a baissé, donc a permis aux entreprises de recruter plus. Donc effectivement, là, ça a marché. Il y a eu une efficacité de la surprise monétaire. Sauf que, en deuxième période, la Banque centrale est décrédibilisée, comme je l'expliquais juste avant. Les agents ne vont plus la croire, et donc vont anticiper une inflation supérieure à 0, même si la Banque centrale dit « Non, vous inquiétez pas, l'inflation elle est à 0, là, ce coup-ci, je vous le promets. » Et vont faire « Ouais, non, tu nous as douillé une fois, pas deux, moi j'anticipe que c'est plus élevé. » Et donc les agents vont négocier, vont augmenter W pour se protéger d'une baisse de WP comme il y avait eu. Puisque c'est leur intérêt propre qui compte. Et donc, pour éviter que W sur P n'augmente, pour éviter que le salaire réel augmente, et donc que N et Y baissent, la Banque centrale est contrainte d'augmenter la masse monétaire pour faire baisser W sur P, et pour contrebalancer en fait cette augmentation de W sur P, et donc faire en sorte que N, Y soit inchangé. Mais il en résulte encore une fois de l'inflation. La Banque centrale n'est plus libre de sa politique temporelle. Il y a une incohérence temporelle. Elle est contrainte de mener une politique inflationniste qui n'a pas d'effet sur l'activité. Elle a tenté de faire une surprise une fois pour relancer l'activité. Ça a certes marché, mais au prix d'une politique par la suite inflationniste. Elle sera obligée de continuer à mettre de la monnaie, donc à créer de l'inflation, pour contrebalancer le fait qu'elle soit décrédibilisée. Donc si on fait un petit rappel, voilà, petit résumé de tout ce qu'on a vu. On a vu la théorie quantitative de la monnaie, qui nous dit que augmenter M, ça fait augmenter l'inflation. Ok. On a vu les monétaristes, qui nous disent, ok, il y a des anticipations adaptatives. Les entreprises ont tout le temps raison sur leur estimation de l'inflation, les ménages ont tout le temps tort. Et donc effectivement à court terme, il en résulte que la courbe de Phillips est respectée et qu'on peut faire baisser le chômage. Mais à long terme, il y a un chômage structurel, la courbe de Phillips est perpendiculaire, elle est verticale. Et on a vu, après les critiques de la nouvelle économie classique, disent non, il n'y a pas d'anticipation adaptative, c'est pas vrai. Il y a des anticipations rationnelles. Les ménages se trompent, ils sous-estiment, ils surestiment. Parfois ils ont raison, voilà, ça dépend. Et donc il en résulte que, en moyenne, ils ne se trompent jamais. Donc il n'y a ni baisse ni augmentation du chômage. Encore une fois, à court terme comme à long terme, la courbe de Phillips est complètement droite. Ensuite, il y a le problème d'incohérence temporelle qui nous dit, le problème d'incohérence temporelle, voilà, avec le modèle de Kydland et Prescott, qui va nous dire que si la Banque centrale prend par surprise, effectivement, ça va avoir un effet positif sur la période courante, mais sur les périodes futures, la Banque centrale va être décrédibilisée. Donc, pour compenser l'augmentation de W sur P et éviter donc une hausse du chômage, elle va devoir injecter de l'argent dans l'économie, de la monnaie dans l'économie, donc augmenter l'inflation, donc faire baisser W sur P. Et donc, ce sont des politiques qui ne vont servir à rien, qui vont juste augmenter l'inflation, tout ça pour éviter une baisse du chômage. Parce que la Banque centrale est décrédibilisée. Voilà. Décrédibilisée. Bon. Alors cette vidéo aura été vraiment longue. Il y a tout ce qu'il faut à savoir sur les politiques monétaires qu'il est classique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la nouvelle économie keynésienne et ses rapports avec les politiques monétaires. J'espère que j'aurai été assez clair.
Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, posez des questions si besoin. Et je vous souhaite bon courage pour vos dernières révisions.